Alors, bienvenue à l'IHET. Alors, bienvenue à nos invités. Je suis ravie donc d'acquérir Monsieur Tahir Al-Almi, Monsieur Khaldoun Bardi et Monsieur Bilal Sahnoun. Alors, on va présenter une conférence qui est donc sous l'initiative de Monsieur Tahir Al-Almi. Alors, l'IHET et le groupe Daily Trading Forum organisent des tables rondes de visioconférences d'économie financière. Alors, le mercredi de l'économie financière. Alors, nous avons la première session portera sur la pandémie et la bourse. Et sous donc le thème, le titre de notre conférence aujourd'hui, de la pandémie à la crise boursière, les prémices d'une reprise. Alors, la conférence se déroule donc comme suit. Donc, la première présentation, je m'excuse, donc le point de la situation sanitaire à la fin d'avril 2020, gestion de la crise, des perspectives à court et à moyen terme, présentée par Dr Khaldoun Bardi. Alors, deuxième volet, donc le monsieur Tahir Al-Almi va présenter le point de la situation économique à la fin d'avril 2020, gestion de la crise et les perspectives à court et moyen terme. Et troisième point, la situation boursière présentée par Monsieur Bilal Sahnoun, directeur de la Bourse des valeurs mobilières en Tunisie. Alors, quatrième chose, on va voir un débat questions-réponses. Donc, on attend vos commentaires sur la page de Facebook de l'HET. Alors, si vous me permettez, avant de commencer, je vais présenter donc le département de gestion. Alors, je me présente Salma Ben Saïden, responsable de département gestion. Alors, juste, vous me permettez un petit moment où je vais présenter donc notre département gestion. D'accord? Alors, comme tout à l'heure, avant de commencer les émissions en ligne, vous pouvez me contacter sur www.ihtens.tn ou bien par téléphone. Alors, le département gestion, donc c'est une formation en sciences de gestion pluridisciplinaire. Alors, une formation basée sur l'excellence et la qualité. L'originalité de la formation repose sur deux volets. Alors, volet théorique et volet donc pratique. Alors, nous avons les diplômes en sciences de gestion au niveau de management, comptabilité, marketing et finance. Alors, le parcours, donc, bien sûr, il faut avoir votre bac. Alors, première année, tronc commun, où on va présenter donc la gestion d'une façon générale, les matières. Vous avez microéconomie, macroéconomie, principe de gestion, comptabilité. Alors, au niveau de deuxième année, on va vous introduire d'autres modules et d'autres matières, donc, qui vous orientent soit vers la finance, soit vers la marketing, ou bien soit vers le management. Donc, vous avez une orientation au niveau de deuxième année. Alors, pour les comptables, ils ont un autre parcours. Alors, ils ont tronc commun première année, mais la spécialité commence à partir de deuxième année parce qu'ils ont des matières spécifiques au niveau de la comptabilité, au niveau de la finance, au niveau de droit fiscal et droit donc commercial. Alors, les perspectives académiques, nous disposons de plusieurs masters au niveau de finance, au niveau de marketing, au niveau de management et au niveau de la comptabilité. J'attire votre attention donc, au niveau de la comptabilité, il y aura donc une journée ouverte ce vendredi à 14 heures pour le master de CCA en partenariat avec l'IAE Lyon. Donc, ce vendredi, Inch'Allah, à 14 heures. Alors, l'objectif de notre formation est de former les étudiants aux bases des métiers, donc répondre aux besoins du marché et réfléchir autrement, accompagner, inspirer et apprendre. C'est pour cette raison, nous avons beaucoup de travaux sur terrain, de mise en œuvre des projets. Aussi, nous avons une pédagogie interactive et donc, nous avons beaucoup d'activités. On tient compte des trois points, le savoir au niveau des matières enseignées, le savoir-faire au niveau de simulation de salles de marché, par exemple, simulation des logiciels de comptabilité, simulation FPSS, et savoir-être à travers des formations, par exemple en soft skills. Comme vous avez vu ici, il y a plusieurs formations, soit réalisées par les chefs de département, soit réalisées donc par les clubs de l'IHET.
Donc, nous avons toujours, on organise une journée d'entreprise. Vous voyez ici, nous avons donc des ateliers de formation en SAGE, des visites pédagogiques au niveau de l'API, formation et sous forme aussi de club au niveau de salles de marché. Alors, nous avons la tribune économique dirigée par Monsieur Talani. Alors, c'est une vitrine de l'Institut des hautes études, interface dynamique participative entre think tank et son environnement pour consolider une ouverture effective sur le monde des affaires en publiant en ligne les contributions de chercheurs, experts, décideurs, journalistes économiques et financiers. Alors, nous avons aussi une salle de marché. Alors, c'est une plateforme de formation, de conseil et d'encadrement en bourse orientée par la Bourse des valeurs mobilières en Tunisie. Donc, elle est dirigée par Monsieur Tani. Nous sommes des spécialistes du marché financier tunisien et offrons à nos étudiants partenaires la possibilité de s'initier ou de perfectionner grâce à des outils de trading et un suivi personnalisé pour chacun. Alors, comme je vous rappelle, donc nous avons donc vous pouvez nous contacter pour toute information et toute donc pour inscription en ligne www.iht.enstn. Alors, j'ai terminé la présentation. Alors, vous me permettez, donc je change. Voilà, on est là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le thème de notre conférence, donc de la pandémie à la crise économique et les prémices d'une reprise. Alors, nous commençons le débat. Nous commençons la présentation par Monsieur Khaldoun Bardi. Il va nous présenter la situation sanitaire à la fin de mois d'avril 2020, gestion de la crise et les perspectives à court et moyen terme. تفضل سي بارتي. سي بارتي. سي بارتي تسمع فينا؟ Alors, si vous voulez, on change. Bardi, est-ce que vous entendez? Bardi. Docteur Khaldoun. Monsieur Bilal, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je vous entends parfaitement. Juste, il y a un petit problème au niveau de Docteur Khaldoun. Alors, si vous voulez, vous pouvez commencer, si tard. Il faut peut-être le rappeler là. Peut-être il a un problème de connexion, je ne sais pas. Il y a un problème de connexion, absolument, absolument. Je vais voir le message. Mais vous pouvez commencer si vous pouvez. Vous m'entendez? Monsieur Tal, vous pouvez vous présenter votre partie sur pour le point économique. En attendant qu'il se connecte. Oui, la Tunisie, comme tous les pays du monde, traverse une phase de choc majeur très important et son impact sur l'activité et les équilibres macroéconomiques est très important. Les équilibres va se traduire par une dépression de 20 à plus 20%. En Tunisie, pour ce qui nous concerne, l'espoir suscité par le déconfinement sanitaire semble s'est passé depuis quelques jours. Les marchés, c'est-à-dire le marché
des produits, le marché du travail, le marché financier, etc., appréhendent les tensions sociales et une forte contraction de l'emploi. Les opérateurs, les investisseurs attendent des signes forts en Tunisie en faveur notamment de l'entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'entreprise, quelle qu'elle soit publique ou privée, c'est elle qui investit, c'est elle qui emploie, c'est elle qui en produit, qui distribue des revenus et qui paye des impôts, c'est-à-dire qui alimente les caisses de l'État en recettes fiscales. Bien sûr, il y a une différence fondamentale entre l'entreprise publique, qui a un parachute public, et une entreprise privée qui ne peut compter ni subventions ni sur les aides de l'État. Ceci est très important dans la mesure où le rebond, s'il y a un rebond après le déconfinement, va être très problématique. Nous sommes en train de travailler sur des simulations. Mais avant, il faudrait peut-être revoir quels sont les fondamentaux où nous en sommes à fin mars 2020. D'abord, il y a le rebond de l'inflation. L'inflation est en train de grimper, même si pour certains produits, ce n'est pas le cas. Cette inflation est en train d'augmenter parce qu'il y a un comportement de surstockage. Le deuxième point important, c'est la poursuite de l'atténuation du déficit public courant et du déficit courant à peu près de 2% au rythme du premier trimestre 2020. Une année auparavant, ce déficit était de 2,2%. Au niveau financier, on peut remarquer qu'il y a un niveau de réserve de change qui se maintient au voisinage de à peu près 130 à 135 jours d'importation. C'est assez confortable. La masse monétaire est en train d'évoluer d'une manière très favorable et positive grâce à la hausse des concours à l'économie via les crédits. Enfin, il y a un autre point qui est très important. Il y a une reprise depuis quelques mois de la baisse des besoins des banques en liquidité. C'est-à-dire que les banques n'ont plus tellement besoin de liquidité comme c'était le cas il y a 6 mois ou 1 an. Cependant, la chose la plus importante en ce qui concerne la bourse, c'est que les opérateurs croulent sous un flot d'informations aussi bien positives que négatives d'ailleurs. À l'optimisme lié à l'imminence de la reprise économique à travers le monde et en Tunisie s'opposent des estimations de croissance de plus en plus pessimistes. Les calculs et les estimations de l'impact de ce choc sur l'économie, c'est un point très important, c'est qu'il y a un essoufflement du rebond suite à de nouvelles craintes au niveau du rebond de nos partenaires. Est-ce que nos partenaires vont rebondir, notamment européens? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Europe, pour nous, en Tunisie, représente 75% de nos échanges, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. En plus, il y a un point qui est très important en Tunisie, qui est très grave, c'est l'effondrement éventuel de l'activité manufacturière au deuxième trimestre
2020, c'est-à-dire avril, mai, juin. Je ne parle pas du tourisme parce que ici, il vaut mieux ne pas parler des absents. En tout état de cause, ce que je peux dire, et ce n'est pas un cadeau, c'est que la gestion de la crise sanitaire en Tunisie a été très bien menée. Elle a été très bonne. Cependant, le déconfinement progressif qui a été très bien perçu par les Tunisiens n'est pas à la mesure du déconfinement économique. En fait, l'aspect de la crise économique et sociale attendu par des opérateurs prête à confusion. Les estimations faites par des économètres, des mathématiciens et des économistes, et ces travaux vont faire l'objet d'une publication, c'est qu'il y a 3 possibilités, il y a 3 scénarios. Il y a un premier scénario pour 2020 et à partir de 2021. Le premier scénario, l'État ne soutient pas l'économie, c'est-à-dire, ou presque pas. C'est la dépression. Nous allons avoir un PIB qui va reculer de à peu près 24%, et le niveau général des prix, c'est-à-dire l'inflation, elle va reculer un peu. Elle va être aux alentours de 5,5%. C'est-à-dire à peu près, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Le deuxième scénario, si l'État soutient l'économie, il soutient l'entreprise, surtout l'entreprise privée et publique aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est que si c'est un soutien qui est mitigé, qui n'est pas très franc, qui n'est avec des politiques, avec des mesures qui sont en demi-teinte, le PIB va chuter de à peu près 7,5%, de 7 à 10%, avec une inflation qui va rester au même niveau, c'est-à-dire 4,5%. Enfin, la chose la plus importante, s'il y a un vrai plan de relance budgétaire et monétaire vigoureux, l'inflation, le PIB va revenir vers les 5%, avec une inflation qui va être de à peu près 5,6%. Les investissements dépendent de ces mesures. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'emploi sans investissement. Et l'investissement, c'est l'entreprise, notamment au niveau du secteur manufacturier. La bourse suit le mouvement. La bourse, c'est le baromètre. Donc, il y a quand même une dichotomie entre l'évolution économique réelle de ce que je viens de dire, production, demande, investissement, et le marché boursier. C'est le miroir de l'activité. S'il y a des perspectives positives économiques au niveau de l'économie et au niveau du social, la bourse va reprendre de la vigueur, elle va rebondir, mais rebondir bien. Ce n'est pas du 0,3% ou 0,5% comme aujourd'hui, par exemple. En tout état de cause, ce qu'il faut savoir, c'est que, et si Bilal Sahnoun, directeur général de la Bourse, notre ami, que nous avons l'honneur d'avoir ici sur le plateau, va nous en parler plus savamment.
Merci, j'ai terminé pour l'instant. Merci Sitar pour la présentation. Donc, on va changer le plan de notre conférence en attendant que Dr Baldi soit avec nous. Vous m'entendez, monsieur? Docteur Khaldoun, vous m'entendez? D'accord. Bon, je vais passer à monsieur Bilal. Donc, monsieur Bilal va nous présenter donc la situation actuelle donc à cette pandémie. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci Chita parce que vous avez très bien planté le décor. Je souhaiterais commencer par illustrer tout ce qu'a dit Sitar par quelques chiffres. En fait, la bourse de Tunis a subi depuis le début de l'année une baisse de à peu près 10,5%. Cette baisse, nous la jugeons très modérée quand on la compare avec ce qui s'est passé un peu partout dans le monde depuis l'avènement de cette épidémie. Et aujourd'hui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Maroc est à moins 22%, l'Égypte est à moins 26%, l'Arabie Saoudite est à moins 21%, la France à moins 25%, l'Allemagne est moins 19% et Londres est à moins 22%. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je me suis permis de qualifier la baisse de modérée parce que nous sommes à peu près, nous avons perdu certes 10%, mais la perte, elle est à peu près de moitié par rapport à ce qu'on a vu dans les autres pays. À cela, il y a en fait plusieurs explications, parce que c'est une performance, mais qu'il y a aussi des raisons, on va essayer de les expliquer. La première raison, c'est qu'il y a plusieurs secteurs qui ont été touchés de façon immédiate et en frontal et qui ne sont pas représentés à la Bourse de Tunis. Je prends par exemple le cas du tourisme. On n'a pas d'entreprise et de groupes touristiques qui sont cotés à la Bourse de Tunis. C'est le cas également de l'énergie et le pétrole qui ont été lourdement frappés par la crise. Et là aussi, c'est un secteur qui n'est pas représenté à la Bourse de Tunis. Le transport, qui n'est représenté qu'à travers Tunisair, mais on n'a pas d'entreprises de transport qui sont cotées. Et donc, ce sont les secteurs qui ont été le plus touchés par la crise et touchés très très tôt et qui ont eu leur reflet sur les autres bourses où elles sont représentées. La deuxième raison, c'est la structure de nos investisseurs. Aujourd'hui, les investisseurs en bourse en Tunisie, c'est en grande partie les gens qui font un peu le trading, qui font un peu les transactions au quotidien, c'est en grande partie des petits porteurs, des personnes physiques. Contrairement à d'autres pays où le plus gros est fait par des investisseurs institutionnels. Or, ces investisseurs institutionnels, ils ont une tendance à vendre massivement quand il y a un mouvement, un risque latent, à vendre massivement pour constater, limiter les dégâts et rendre compte à leurs actionnaires. Ce n'est pas le cas des investisseurs et des petits porteurs et des investisseurs particuliers qui, eux, sont plus rationnels et qui croient en la reprise et donc ils croient à ce qu'ils regagnent ou à ce qu'ils rétablissent les pertes qu'ils ont dû constater ces dernières semaines. La troisième raison, c'est la faiblesse des investisseurs étrangers dans notre bourse de Tunis. Les investisseurs étrangers, on les a vus pendant les 2 ou 3 premières semaines de la propagation rapide de la pandémie, on les a vus se retirer des marchés financiers et domestiquer un peu leurs investissements et quitter les pays émergents, les marchés émergents pour se prémunir et en fait, ils disent clairement qu'ils ne font pas confiance aux pays émergents à faire face et à surmonter la crise. Ces investissements étrangers
peuvent atteindre jusqu'à 50%, jusqu'à la moitié de la participation boursière ou de la capitalisation boursière, alors que chez nous, ils ne sont que à 25%, on est à 25% d'investisseurs étrangers, et même dans les 25%, il y a 23% qui ont un caractère stratégique et du très long terme, ce sont les participations des maisons mères dans les filiales bancaires ou autres. Donc, il ne reste plus que 2% de participations étrangères qui ont un caractère volatile et qui peuvent être tentées par une vente et un rapatriement de leur fonds. Et 2%, ça ne pèse pas beaucoup et ça n'impacte pas beaucoup les performances de la bourse. Et enfin, il y a une autre raison qui, celle-là, elle est conjoncturelle. Et on a eu peut-être la chance d'anticiper, de prendre une décision très très tôt et de limiter la variation des cours boursiers des actions à 3%, plus ou moins 3% par jour, alors qu'il pouvait aller jusqu'à plus ou moins 6%. Donc, on a réduit la fourchette de variation de moitié et nous avons pu contenir les effets de la pandémie et de limiter la perte, comme j'ai dit, la dépression à 10% contre une moyenne de 25% un peu partout dans le monde. Voilà pour cette dépression. Il est vrai que depuis deux semaines, nous commençons à voir une embellie, quelques belles couleurs qui s'installent. Et ceci est dû au fait que l'ensemble des pays ont commencé à dépasser la crise. Et aujourd'hui, on dit, j'espère qu'on aura Si Khaldoun tout à l'heure, les pays disent, la majeure partie des pays disent que la crise est derrière nous. Donc, il y a une anticipation des investisseurs pour une reprise et on commence à voir quelques embellies et on repart un peu dans le sens de la hausse pour plusieurs actions. Il y a là aussi, les investisseurs en Tunisie jugent que la majeure partie des sociétés cotées ont la capacité, ils font confiance à ces sociétés-là et ont la capacité de surmonter la crise. Et c'est plutôt au niveau des PME et des entreprises publiques où ça va être difficile. Mais pour les sociétés cotées, nous pensons qu'elles sont résilientes, qu'elles ont les capacités à limiter la casse, limiter les dégâts et à repartir, Inch'Allah, très très bientôt dans la bonne direction. Juste un petit mot par rapport au premier trimestre 2020, parce que bon, nous, le premier trimestre, la pandémie n'a touché que la deuxième quinzaine du mois de mars. On a les chiffres au premier trimestre. On fait à peu près exactement le même niveau d'activité de 2019. On est juste à moins 0,1%, c'est minime. Le secteur bancaire continue à évoluer. Il a fait plus 7,6% en 2020. Le leasing, il a reculé, mais pas à cause de la pandémie. Le recul du leasing, il a reculé de 5,8% et c'est dû à plusieurs facteurs, dont la politique monétaire. L'automobile a fait du surplace aussi et les industries agroalimentaires ont évolué de 3%. Donc, globalement, on n'a pas ressenti dans les chiffres d'affaires des sociétés cotées, on n'a pas ressenti l'impact de la pandémie. Alors maintenant, vous me dites quelles seraient les solutions de la bourse pour la relance de l'économie et comment la bourse va-t-elle contribuer? Là, je voudrais commencer par rappeler que la contribution du marché financier tunisien dans l'économie tunisienne, dans le financement de l'économie, est très faible. On est, bon an, mal an, on est aux alentours de 10%. Comparé à la moyenne des pays émergents qui est à 30%, nous sommes encore très très loin et il y a on a pas mal de potentiel pour augmenter la contribution du marché financier de la bourse au financement de l'économie.
Ceci ne peut pas se faire moyennant avec notre manière de travailler aujourd'hui et notre manière de gérer ce compartiment de finances du pays, qui est le marché financier, qui est la bourse, et ça ne peut pas continuer comme ça. Pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est la faiblesse, l'étroitesse de la taille de la bourse. Aujourd'hui, notre capitalisation boursière ne représente à peine que 25% du PIB, alors que pour les pays comparables, elle est supérieure à 50%, elle est bien supérieure, bien plus de 100% pour les pays développés, et nous n'avons pas aujourd'hui la taille de la bourse, la profondeur pour attirer des investisseurs et attirer contribuer au financement de l'économie et contribuer dans le financement des entreprises au sens très, très large du terme. Cette carence est due au fait que nous avons plusieurs secteurs d'activité qui ne sont pas cotés en bourse. Les secteurs, on a des pans entiers de l'économie qui ne sont pas représentés, à citer les télécoms, l'énergie, les mines, l'agriculture, le tourisme. Tous ces secteurs-là ne sont pas représentés et font que la capitalisation boursière et la taille de la bourse, elle est très, très faible. La taille de la bourse, aujourd'hui, ne vient que par des introductions et par des introductions qui doivent être de taille. Or, les grandes entreprises aujourd'hui sont quasiment toutes, à part quelques groupes qui ne sont pas encore cotés, quelques groupes privés, mais l'ensemble des grandes entreprises sont dans le giron de l'État. Et si nous voulons augmenter la contribution et le rôle que doit jouer la bourse dans le financement de l'économie, il faut que ces entreprises, ces grandes capitalisations soient cotées. Ça va apporter d'abord des sources de financement pour l'État, ça va alléger le budget de l'État dans le financement de ces entreprises-là, et ça va également donner de la profondeur à la bourse, de la visibilité. Nous allons apparaître dans le radar des investisseurs internationaux, des grands fonds d'investissement, et nous pouvons être aussi un vecteur, un véhicule pour ramener des IDE en Tunisie. Ça, c'est pour la partie grande entreprise. Pour les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, nous avons un programme qu'on a bâti, Investia Entreprise, qui a été financé par la coopération britannique et par la Banque africaine de développement et qui est censé nous ramener d'ici les 2 prochaines années 120 entreprises, 120 PME pour lever des fonds non bancaires sur le marché. L'autre volet également qui pourrait aider le marché boursier à se redresser, c'est la politique monétaire. Aujourd'hui, la dérive des taux que nous sommes en train d'observer n'incite guère ni à l'investissement en bourse, ni à l'investissement tout court. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui a des économies aille investir lorsque les banques lui proposent, quand je dis des banques, donc c'est des placements presque sans risque, sur des délais qu'on peut négocier, fixer d'avance avec le banquier. Pourquoi voulez qu'il aille, que ce monsieur-là aille investir lorsque les banques lui proposent plus de 10% net? Donc, il y a réellement, on doit nous poser des questions. Si on veut que l'investissement reprenne, il faut absolument qu'on se pose les questions sur le vrai rendement que doit avoir le marché monétaire. Un rendement à plus de 10% pour une inflation de 5%, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, alors qu'on a vu que la tendance un peu partout dans le monde, c'est plutôt des taux qui tendent vers zéro un peu partout pour faciliter la reprise de l'investissement et la reprise de l'activité des entreprises. Sur un terme un peu plus long terme, nous pensons que l'activité boursière peut être améliorée et elle peut être relancée moyennant d'autres nouveaux produits auxquels nous pouvons penser. Je peux suggérer quelques-uns.
par exemple, un CEA entreprise, à l'instar d'un CEA pour les personnes physiques, un compte épargne action, avec une défiscalisation. Et comme ça, on crée un peu un phénomène de financement de l'entreprise par l'entreprise elle-même. C'est-à-dire l'entreprise qui a de l'argent va financer l'entreprise qui en a besoin. Il y a l'idée aussi de la cotation des entreprises publiques, parce que là aussi, ça permet, ça nous permet de résoudre le problème de la taille et de la visibilité, et ça permet aussi à l'État de résoudre le problème de la gouvernance et le problème du financement de ces entreprises. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste conclure par une seule phrase, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la crise Covid nous apporte des opportunités. Ce n'est pas la demande ne manquera pas. C'est à nous de préparer le terrain pour que l'offre soit là. Si Bilal est très entrecoupé. Hein. Allô? Allô? Oui, laisse-moi fixer. Je peux prendre la Très parole bien. si je Donc voilà, moi j'ai terminé. Je vous repasse la parole. Merci. Merci Sybille. Nous avons eu un problème. Voilà. Alors je vais autoriser. Voilà. Je remets le micro. Merci Sybille. Tfadal Sitar, vous voulez ajouter quelque chose? Je suis désolé pour la déconnexion avec Dr Khaldoun Bardi, mais avant tout ça, je veux quand même que la gestion de la crise sanitaire permette un rebond économique et un rebond boursier. Et là, nous allons passer la parole à Dr Khaldoun Bardi. دكتور خلدون تسمع فينا؟ Vous pouvez parler. Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Apparemment, il y a toujours un problème. عنده مشكلة متاع الميكرو. Oui. Si je peux me permettre, on peut d'ores et déjà commencer à prendre les questions sur la partie économie et bourse en entendant que docteur. D'accord. Alors, c'est bon, هيتكلم. Oui, on vous entend, monsieur Bardi. Rien non plus de ce que vous avez dit. À la khatar, c'est très haché, coupé, etc. Voilà. Donc, c'est pas la connexion. À la khatar. L'image passe très bien. Donc, je ne sais pas. Problème. Hein? Monsieur Bardi, on vous entend. Vous pouvez parler, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre la parole. Moi. Monsieur Bardi, on vous entend. Mais je vais. Oui, oui, très bien. On vous entend très bien, monsieur. Monsieur, on vous entend très bien, monsieur. Docteur Bardi, on vous entend très bien. Ok. Alors, j'aimerais remercier Tahar Ami de m'avoir à participer à cette webinaire sur la crise Covid et la bourse. C'est très curieux
mais j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre ce qui se passe dans la bourse et cette pandémie. Et la confiance sérieusement ébranlée cette pandémie parce que inédit, surtout la cinétique dans grave ont été extrêmement difficiles à anticiper. Et aussi parce que on est en train de se poser la question, et si ce n'était qu'une bulle? Je crois que sans aucun triomphe, il faut rester là encore parce que de tirer les leçons de la plus totale. J'en profite pour dire que la mobilisation doit à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Ça a été malheureux de retirer, je dirais, la moitié du secteur santé en Tunisie de cette guerre qui s'est déclarée avec le SRAS-CoV-2, c'est-à-dire l'agent de Covid-19. Alors, bien sûr, on peut se dire, on est en train d'y échapper. Mais est-ce vrai? Et je crois qu'il faut réellement continuer de penser à protéger, tester et tester sont loin d'être disponibles. C'est à ce prix que et donc aujourd'hui se poser un certain nombre de questions sur je crois que c'est encore une question future. C'est aussi le pas. Ce que je sais, le système de santé a réussi, moyennant individuel, moyennant la distribution, et à éviter que nous soyons saturés, que le crise a eu des effets bien. Elle a eu des effets surtout de loin appréciés. Cette période de pandémie, c'est de basculer constamment de la. Et c'est là où les aspects donc, plus
subjectifs tels que la confiance, tels que sont très. Je crois que le pire est passé, mais il faut prémunir d'une décence ou d'une pérennisation d'une situation de non-épidémie, mais qui peut, sur le long terme, compromettre une restauration. Si restauration il y a, de toute façon, il y aura un avant et un après, et nous ne pourrons pas revenir à une situation hantée. Voilà ce que, comme réflexion sur la. Je n'ai pas avec encore le nombre de malades, le nombre de guéris, le nombre de décès, etc. Ce n'est pas à proprement parler le sujet. Ça, on peut le retrouver dans tous les dans tous les bout. L'épidémie actuelle et le monde de la finance avec la confiance nécessaire pour que les investisseurs ou tous les opérateurs de la bourse puissent se sentir à nouveau à même d'intervenir. Merci pour la présentation. Alors, si vous permettez, je reviens. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Tahar, vous m'entendez? Oui, mais on va passer aux questions-réponses. D'accord. Il y a un certain nombre de questions qui s'adressent à l'économie. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la bourse ne peut pas repartir, ne peut pas rebondir si l'économie ne repart pas, s'il n'y a pas un rebond économique. Et pour qu'il y ait un rebond, il faut qu'il y ait un soutien massif, je dis bien massif, à l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Ce soutien, c'est un procède d'un plan de relance, de reprise, budgétaire, c'est-à-dire beaucoup de budget à l'investissement d'infrastructures, des aides à l'entreprise sous forme de dons et des dégrèvements fiscaux, etc. Une politique monétaire beaucoup plus permissive, beaucoup plus laxiste, parce que finalement, avec un taux de l'intérêt qui est de l'ordre de 6% et plus, l'entreprise aujourd'hui, elle affronte non seulement les coûts de la dépréciation du dinar, des coûts sociaux, salariaux et maintenant des charges financières exorbitantes, l'entreprise ne peut pas investir. Et si l'entreprise n'investit pas, l'entreprise ne peut pas employer. Et l'emploi n'augmente pas et le chômage va augmenter. Bref, donc il faut qu'il y ait un plan. Et le plan, ça, c'est l'affaire de l'État. Bien sûr, maintenant, certains disent, et on le voit au niveau des commentaires, ils le disent, l'État n'a pas l'assise financière. Ce n'est pas vrai. L'État partout, l'État peut s'endetter pour couvrir son besoin de financement. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise sanitaire, elle est mondiale,
Et nous, en Tunisie, on doit s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut investir. Il y a du fric. Pour avoir du fric, il faut émettre des bons du trésor. Ça, mes étudiants de première et deuxième année, ils le savent, ils savent exactement les politiques mixtes, budgétaires et monétaires expansionnistes. C'est connu. Par la suite, bien sûr, on rembourse quand la machine économique repart, quand il y a plus de revenus, il y aura plus d'impôts, plus les recettes fiscales vont augmenter et les choses redémarrent. Il faut comprendre une chose aussi, c'est qu'il y a une contrainte fiscale excessive. C'est excessif, c'est trop. L'entreprise paye beaucoup d'impôts, les particuliers aussi. Mais il faut revenir à ce qu'avait dit Ibn Khaldoun sur le Muqaddimah. Al-Qalil min al-kathir et kathir. Donc il faut réduire les coûts. On fait redémarrer la machine, les revenus, la croissance des revenus augmente, les recettes fiscales augmentent et l'État se rattrape 2 ans ou 3 ans plus tard. Aujourd'hui, si on continue comme ça, c'est la dépression. Et la dépression, c'est vraiment l'effondrement du système, tout le système. Nous, en Tunisie, ce n'est pas en Tunisie. Le gros problème, même aux États-Unis, partout, s'il n'y a pas des plans de relance vraiment très forts, avec beaucoup de budget, moins d'impôts et plus de monnaie, c'est l'effondrement de tout le système économique mondial. Je dis bien, je ne parle pas de la Tunisie. Alors, qu'on ne me parle pas de la planche à billets, etc. Tout ça, c'est des choses que mes étudiants de première et deuxième année peuvent, auxquelles ils peuvent répondre. Ceci étant, la deuxième chose la plus importante, c'est que on dit que la bourse, c'est le baromètre de l'économie, c'est le miroir de l'économie. Si les entreprises ont des perspectives d'expansion, les gens, ils vont acheter leur titre. Si Bilal, il est là pour le dire. Troisième élément qui est très important, les entreprises n'ont pas toujours à chercher lever de fonds au niveau des banques. Elles peuvent aller au niveau de la bourse. Le marché alternatif, il est fait pour ça. Et si Bilal, tout de suite, il vient de parler du programme Investia orienté moyennes et grandes entreprises et petites entreprises pour lever des fonds, non pas via les bourses, les banques, mais via la bourse. J'ai terminé. Merci, on va passer dans questions-réponses. Donc, la première question. Alors, Madame Soumaya Yacoubi, en restant protégée, notamment grâce à son faible degré d'ouverture aux investisseurs étrangers, la BVMT ne risque-t-elle pas de rater la reprise attendue après la maîtrise du Covid-19? Cette question s'adresse à ces billets. Ouais. Oui. Ah, elle est là. Attends. Elle est déconnectée. Non, nous avons un problème de connexion aujourd'hui. Hein. Ah, c'est bon. Alors, elle est là. Elle essaie de reconnecter. Elle est là. Sybille, alors, vous avez une question concernant la bourse? Alors, vous avez une question concernant la bourse. En restant protégé, notamment grâce à un faible degré d'ouverture aux investisseurs étrangers,
Alors, la bourse de valeurs mobilières en Tunisie ne risque-t-elle pas de rater la reprise attendue après la maîtrise du Covid-19? Oui, Soumaïa Yacoubi a parfaitement raison sur cette question-là. La bourse ne doit pas être rester indéfiniment protégée. La bourse doit être ouverte, libre et ouverte à tout type d'investisseurs. Les raisons qui nous ont permis de contenir la baisse, c'est vrai que c'était un peu des raisons conservatrices en fait, en quelque part. Si on limite la variation du trading à plus ou moins 3% par jour, ça fait partie des mesures qui ne sont pas normalement orthodoxes dans les marchés financiers. Donc, il faut libérer la bourse et une bourse qui se libère, c'est une bourse qui attire des investisseurs étrangers. Or, ce n'est pas le seul moyen, parce que les investisseurs étrangers seraient intéressés non seulement par une bourse ouverte qui n'est pas protégée, mais aussi par une réglementation de change qui leur permet de rentrer et de sortir facilement à n'importe quel moment et d'avoir un marché avec une profondeur qui, quelle que soit la taille des volumes investis par les étrangers, le jour où ils veulent céder et réaliser leur position et vendre, ils trouvent des acquéreurs. Or, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Lorsqu'on fait 2 ou 3 millions de dinars de trading par jour, ce n'est pas avec ce niveau de volume de transactions quotidiens qu'on peut attirer des fonds d'investissement avec des centaines de millions de dollars comme ticket d'entrée sur certains pays. Voilà. Oui. La question sur les taux d'intérêt. Il est vrai qu'aujourd'hui, la Tunisie, compte tenu du rating de la qualité du risque que nous présentons, aujourd'hui, lorsqu'on sort sur les marchés internationaux, nous empruntons d'abord en devise et à des risques et à des taux élevés. Donc, si on somme les deux risques, le risque de fluctuation et le taux d'intérêt facial que nous subissons sur nos sorties internationales, aujourd'hui, on sort avec des taux très, très élevés. Il faut normalement, logiquement, il faut qu'on améliore d'abord notre rating. Il faut qu'on arrive, c'est facile à dire, c'est très, très difficile à réaliser. On peut perdre plusieurs grades en une année, mais pour gagner une marche, des fois, il nous faut plusieurs années. Pour réduire les taux, à mon avis, et relancer l'investissement, il faut agir sur les taux de placement qui sont très, très fortement rémunérés et qui deviennent un frein à l'investissement. Donc, il faudrait, à mon sens, plafonner le rendement monétaire sans risque pour orienter le capital vers la prise de risque. Et la deuxième chose, c'est réduire probablement maintenant plus qu'avant, et réduire le taux directeur de la banque centrale pour avoir une logique de taux un peu plus incitative et sans décorrélation avec le niveau de l'inflation. Salma, je voudrais dire un mot là. Oui. Cette question prête à confusion. Tout d'abord, il faut comprendre une chose que les gens ne connaissent pas, c'est que le taux d'intérêt auquel la Tunisie ou n'importe quel pays ou quelle entreprise emprunte, il y a deux composantes. Il y a d'abord la rémunération de capitaux des gens qui sont prêtés par les gens, plus il y a une prime de risque.
si le prêt, le crédit est emprunté par une institution qui est risquée et qui a un problème actuel ou futur, la prime de risque augmente, ce qui fait que le taux de l'intérêt va augmenter, c'est-à-dire les deux composants. Aujourd'hui, la Tunisie est en situation de, bien avant la crise de Covid, la Tunisie est très mal notée, en fait. Une instabilité économique, une instabilité fiscale, une instabilité budgétaire, une instabilité sociale. Bref, une instabilité politique, on le dit. Donc, la prime de risque à laquelle la Tunisie souscrit est assez élevée. Donc, c'est la raison pour laquelle la Tunisie emprunte à des prix, à des taux élevés. Deuxième élément qui est très important, c'est que le taux de l'intérêt pratiqué par les banques auxquels les entreprises et les particuliers ont le droit de prendre, d'avoir, ce taux de l'intérêt dépend de la politique monétaire. La politique monétaire en Tunisie est une politique restrictive parce que la Banque centrale estime qu'il y a trop d'inflation et que donc il y a une contrainte sur les liquidités avant la crise du Covid. Donc, moins de crédit et plus d'intérêt. Ça n'a rien à voir avec les emprunts que la Tunisie emprunte à l'étranger. C'est totalement différent. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, il y a une question qui revient toujours, madame, c'est pour la bourse. On n'entend pas là. Micro, il faut activer le micro, madame. Alors, quelles sont les mesures nécessaires pour inciter les grandes sociétés à s'introduire en bourse? Ça, c'est Bilal. C'est Bilal. D'abord, juste une minute. Il y a des groupes, des entreprises, des grosses entreprises tunisiennes qui sont familiales. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, on ne peut pas conduire une croissance, de développement avec des grosses entreprises qui sont de type familial. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Orange Tunisie n'est pas en bourse, pourquoi Ooredoo n'est pas en bourse, pourquoi, etc. On ne peut pas continuer, Pourquoi Carrefour n'est pas en bourse? Vous voyez, il y a pas mal d'interrogations. Là, j'aimerais bien vous entendre à ce niveau-là. D'abord, pour rebondir sur ce que disait si Taher, il y a eu, il y a quelques années, une circulaire de la Banque centrale qui obligeait les sociétés qui ont plus de 25 millions de dinars d'engagement auprès du secteur bancaire, soit de se faire noter par une agence de notation, soit de se faire coter en bourse. Malheureusement, cette circulaire qui a tout son sens en fait, parce qu'une société qui a plus de 25 millions de dinars, peut-être qu'il fallait revoir à la hausse le montant, mais c'est une société
qui est en train de ponctionner une partie de ces richesses en allant se financer sur le marché, sur le secteur bancaire, donc en puisant un peu dans… C'est une forme d'appel public à l'épargne. Et qui dit une société qui fonctionne sur l'épargne nationale, elle doit rendre compte au même titre qu'une société cotée et elle doit obéir à une logique et une norme de divulgation des informations au même titre que les sociétés cotées. Mais malheureusement, ça c'est une parenthèse, c'est une circulaire qui n'est pas du tout appliquée, qui n'a pas été respectée en fait, comme plusieurs autres types de lois qu'on rédige et qu'on ne respecte pas. Maintenant, pour revenir aux incitations, le législateur en Tunisie a mis en place des incitations fiscales qui sont intéressantes. Aujourd'hui, une société qui se fait coter et qui diffuse plus de 30% de son capital, elle peut réduire son taux d'impôt sur les bénéfices. Si elle est dans le régime des 25%, donc elle ne paye plus que 15% dans les 5 années qui suivent son introduction. Si elle est dans les sociétés qui paient 35%, elle peut réduire ça à 20% dans les 5 années qui suivent. Dans la loi de finances 2020, le législateur nous a donné une autre faveur pour le marché alternatif, pour le marché des PME, et dans lequel il a dit l'impôt qui est dû par les sociétés, si elle se fait introduire sur le marché alternatif, elle ne paie rien la première année, elle ne paie que 25% la deuxième année, 50% la troisième année, et 75% la quatrième année, et elle reprend l'impôt normal à partir de la cinquième année. Et les deux avantages sont cumulatifs. Donc aujourd'hui, le législateur, il a donné des avantages pour l'entreprise. Vous allez me dire pourquoi, dans ce cas, pourquoi les entreprises ne se font pas coter, et surtout les grandes entreprises. Parce que dans les grandes entreprises, il y a deux catégories. Il y a d'abord une catégorie qui est dans le giron de l'État. Des grandes entreprises qui sont gérées par l'État, et c'est la volonté politique publique qui fait que l'entreprise, elle va ou pas à la bourse. Et puis, depuis 2011, on a eu aussi quelques lignes rouges mises en place par les partenaires sociaux, parce qu'ils pensent que l'introduction en bourse, c'est une privatisation. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des sociétés qui sont cotées et qui sont encore dans le giron de l'État tout en restant cotées. Donc, je pense qu'il y a un malentendu qu'il faut lever. Il faut que entre le gouvernement et les partenaires sociaux, qu'il y ait un dialogue pour les rassurer sur les introductions en bourse et que ce n'est pas une privatisation et on ne va pas vers l'inconnu. Et puis, il y a la deuxième catégorie, c'est les entreprises, les grandes sociétés qui sont dans le giron d'une famille, qui sont détenues par une famille. Aujourd'hui, ces entreprises-là, ces familles-là détentrices, on ne peut pas les obliger, sauf si on applique la circulaire dont je parlais tout à l'heure, de 25 millions de dinars de la Banque centrale. Mais sinon, on ne peut pas les obliger, il faut les convaincre. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, ne pourraient ne pas être convaincues par l'incitation fiscale sur le taux d'imposition sur les bénéfices, mais peut-être qu'elles attendent autre chose. Et aujourd'hui, ces entreprises-là, pourquoi elles iraient en bourse? C'est pour lever des fonds, pour continuer à investir, mais elles sont dans une situation tellement confortable que sur un coup de fil, elles peuvent lever plusieurs dizaines de millions de dinars auprès de leur banque, alors que pour venir se faire coter chez nous, c'est un processus relativement long et lent et des fois même coûteux. Donc, ils vont aller naturellement et beaucoup plus facilement lever des fonds auprès des banques pour financer leurs investissements, tant qu'il n'y a pas de contrainte là-dessus. D'accord, merci. Donc, il y a une autre question. Alors, M. Raquel, comment peut-on activer les IDE
avec un cadre aussi incertain pour des responsables qui n'ont aucune stratégie. Oui, vous permettez aussi, Bilal, ça c'est une question à 10 dinars. Alors, Comment j'ai envie de poser la question à Cheikh Abdallah. Avec des responsables, quels responsables? Allez, le gros problème, pourquoi voulez-vous qu'un investisseur étranger investisse en Tunisie et fasse confiance à l'environnement des affaires en Tunisie quand les investisseurs tunisiens ne le font pas? Il faudrait que les investisseurs tunisiens investissent et que l'environnement des affaires, qui fera l'objet d'ailleurs d'un futur, les investisseurs tunisiens mettent la main à la pâte. Ensuite, les investisseurs étrangers vont investir. Je ne sais pas si, Bilal, est-ce que vous avez une autre idée? Est-ce qu'il y a une... magique? Oui. En fait, les investisseurs étrangers, il faut se mettre un peu dans la peau d'un investisseur étranger. Un investisseur étranger, il a l'obligation de diversifier ses destinations d'investissement. Et entre autres critères, il va choisir des pays très différents pour justement réduire les risques politiques, les risques régionaux, les risques sectoriels, etc. Donc, l'équation, elle est vraiment très, très complexe pour arriver à la décision d'un investissement d'un étranger pour choisir un pays ou une destination. Maintenant, du côté du pays qui veut attirer ses investisseurs, le pays doit travailler sur les facteurs qui font balancer en sa faveur la décision d'investissement, à savoir le climat de l'investissement, à commencer par le classement Doing Business. Ça, ce sont des critères très, très importants et les premiers critères que voit un investisseur. Également, la stabilité au sens très large du terme, la stabilité politique, la stabilité des textes. Il ne faut pas qu'il y ait non plus des changements très fréquents des textes, des législations, une stabilité fiscale et une stabilité, du pays, la sécurité. L'investisseur, il cherche aussi à avoir un rendement. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez qu'un investisseur vienne prendre le risque d'investir en Tunisie si il n'a pas un rendement supérieur et qui rémunère une prime de risque Tunisie qui aujourd'hui peut être qualifiée comme un risque important. Donc, si vous voulez, le travail sur l'attrait des IDE en Tunisie, il doit se faire à plusieurs niveaux et à commencer, bien entendu, par le climat des affaires et les textes réglementaires. Merci, Monsieur Bilal. Alors, il y a une autre question de notre chère collègue, Madame Soumaya Yacoubi. Petite remarque, Madame Soumaya, prof de tout ce qui est marché financier, etc. D'accord. Alors, Madame Soumaya Yacoubi, elle pose la question suivante. Est-ce que l'actionnariat salarié pourrait constituer une solution pour dynamiser le marché? La réponse est oui. Juste un point. Ce point est très important. Actuellement, en Tunisie, on parle de nouveaux modèles de développement, de je ne sais pas quoi, n'importe quoi et le reste. Vous avez des pays, il y a
deux possibilités. Il y a le système capitaliste, il y a le système collectiviste. Il y a au milieu ce que l'on appelle l'économie sociale solidaire. Vous avez des pays, l'Angleterre, on ne peut pas dire que l'Angleterre est un pays gouverné par des mouches. L'Allemagne non plus. On ne peut pas dire que Angela Merkel, chancelière allemande, elle est de gauche. Il y a l'économie sociale de marché solidaire. La base, sa base, c'est la participation des salariés à la détention du capital. C'est le salarié, c'est le salariat, l'actionnariat salarié. Mais dans quelle mesure, dans un pays comme la Tunisie aujourd'hui, cette option du salariat des actionnaires salariés soit possible? J'aimerais bien vous entendre à ce niveau. À l'occasion de la loi de finances 2020, nous avons demandé au ministère des Finances de nous rajouter cette possibilité de l'actionnariat salarié avec tous les textes qu'il faut derrière pour ne pas d'abord, pour inciter l'entreprise elle-même et les salariés à souscrire à ces plans et avec tous les avantages derrière qu'il peut y avoir pour les uns et les autres. D'abord, en termes des avantages fiscaux, mais aussi sur les répercussions sur la rétention des compétences, sur comment dirais-je, le sens d'appartenance, l'amélioration de la productivité, enfin tout ce qui s'ensuit. Et aujourd'hui, ça fait partie aussi des sujets que nous avançons pour rassurer les partenaires sociaux, parce que quand on dit une introduction en bourse, c'est pas une opération capitalistique pure et dure. L'introduction en bourse, on peut mettre là-dedans aussi, pour les entreprises publiques par exemple, un quota réservé à l'actionnariat et on passe du statut du salaire à un statut d'actionnaire et on peut même exiger un poste représentant le personnel au sein du conseil d'administration. Donc, tout ça, c'est des mesures, malheureusement, qu'on ne peut pas mettre en place. Nous, on est convaincus. C'est toi et moi-même, nous sommes plus que convaincus. Mais il faut qu'on arrive à convaincre nos représentants de l'ARP, les cadres au ministère, à la fin X, et surtout nos partenaires sociaux, je pense, ils sont preneurs aussi. Voilà. Absolument. Merci. Donc, je vais clôturer avec une dernière question. Y a-t-il un bénéfice qui a décidé de changer la monnaie nationale? C'est pour vous, ça. Oui. Je suis en train de réfléchir à cette question. Parce que moi, j'estime personnellement que en Tunisie, aujourd'hui, il y a énormément de liquidités qui sont dans les maisons. Au point d'ailleurs que la Banque centrale a donné des instructions aux banques pour diffuser le minimum de ponctionner les billets de 50 dinars. La première des choses à faire en Tunisie, c'est de changer, imprimer une monnaie nouvelle, avec des conditions très spécifiques, à savoir une amnistie fiscale, c'est-à-dire que parce que les gens ils ont peur
ils ont peur qu'on leur dise d'où vient l'argent. Moi, je dis, dans ces conditions, il suffit de promulguer une amnistie sur 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, les Algériens, ils l'ont fait il y a quelques années. Le bonhomme, il vient avec un couffin de dinars, il le change à la banque, et moyennant, il paye 5% d'impôts sur tous les impôts, sur toutes les transactions qu'il a faites autour de ces dossiers. Et il y a un quitus fiscal. À la condition aussi, bien sûr, c'est que l'argent reste en banque. Pas que cet argent se remette en circulation. Il faut sortir de l'idée du cash. Il faut qu'il y ait moins de cash. Le cash, c'est le trafic, c'est le blanchiment d'argent et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, la première des choses à faire en Tunisie, c'est de changer le dinar. Changer le billet. Ça coûte très cher à imprimer, mais il faut réfléchir à cette question. Et vous allez voir qu'il y a suffisamment d'argent en Tunisie dans le cadre d'une nouvelle politique financière, avec une fiscalité moindre, avec un quitus fiscal sur 5 ans, sur 5%, sur 2 ou 3 ans, et l'argent reste en banque. Il faut travailler avec les chèques, il faut travailler avec et surtout les cartes de crédit, les cartes de paiement. Le cash, c'est la maladie des civilisés. C'est le trafic de drogue, le trafic sexuel, le trafic de terrorisme, le marché noir, tout ça, c'est le cash. C'est mon point de vue. D'accord. J'aimerais bien vous entendre. Allô? Oui, c'est Bilal. Oui, en fait, je veux rebondir par rapport à... Vous m'entendez là? Oui, oui. Oui. Par rapport à ce que disait Sita, je suis parfaitement d'accord avec lui. Aujourd'hui, pour illustrer ça en quelques chiffres, aujourd'hui, nous avons à peu près 16 milliards de dinars de billets et monnaies en circulation, alors que l'économie, la taille de la Tunisie n'a besoin que de 8 à 9 milliards de dinars. Donc, il y a un surplus de 7 milliards de dinars ou 7 à 8 milliards de dinars qui sont en fait thésaurisés dans des garages, dans des dépôts, je ne sais pas où, et qui ne servent pas à l'économie. L'idée de CETA de changer les billets va les obliger à les ramener, mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le piège. Ce qu'on ramène par la porte, on le ressort par la fenêtre. Et il faut qu'il y ait des mesures draconiennes pour que l'argent qui rentre et qui n'est pas destiné à financer l'économie, qui sert à l'économie parallèle, par exemple, qu'il reste dans les banques. Et on a des textes sur, par exemple, les paiements espèces ou les retraits espèces supérieurs à 5 000 dinars qui sont interdits et qui ne sont pas appliqués. Donc, si on doit faire une opération, il faut qu'on soit capable d'imposer ces textes et de les faire. Mais ça, c'est la partie, c'est le bâton. Mais maintenant, il faut aussi qu'il y ait la carotte. La carotte, c'est de dire, on fait cette opération allez, comme elle l'a appelé, c'est une amnistie. On ne vous questionne pas trop sur l'origine de ces fonds. On prend une petite partie sous forme d'impôt et après, vous avez la garantie que c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, mais à
conditions, vous en faites ce que vous voulez, tout en restant dans le circuit formel et ne pas repartir dans l'informel. Absolument. Là, j'ai parlé de 6 ou 7 milliards de dinars pour notre monnaie à nous, le dinar. Mais imaginez que la réglementation de change fasse la même chose pour les détenteurs de devises et de leur dire, vos devises, vous pouvez ouvrir des comptes en devises en Tunisie, vous les gardez en devises, mais au lieu de les avoir dans des garages, mettez-les dans des comptes en banque, ils restent en devises, vous êtes détenteur de devises, vous les utilisez pour des opérations de change réglementaires et vous pouvez même les faire rémunérer lorsqu'elles sont placées dans vos banques. Et là aussi, c'est probablement, je ne connais pas la masse en circulation, mais c'est probablement plusieurs centaines, voire quelques milliards de dinars en devises. Oui, ça. L'idée des recyclages des dinars, on les transformait, elle doit s'appliquer aussi aux devises. Et vous allez voir qu'en Tunisie, nous allons avoir non pas 130 jours d'importation en devises, mais le double, c'est-à-dire 250 ou 300 jours. Oui. Absolument. On va avoir une aisance financière qui permette à l'État et à la Banque centrale, aux opérateurs, de disposer d'un matelas financier qui permet toutes les possibilités. Mais il faudrait qu'ils le fassent. Oui. C'est une décision politique. D'accord. Donc, nous avons terminé donc la conférence. Je remercie votre présence, je remercie votre disponibilité. Alors, c'était une conférence très riche. On s'excuse envers Monsieur Khaldoun Bardi si le problème technique vient de chez nous. Donc, merci à Monsieur Bilal, merci à Sitar. Merci pour votre fidélité, les participants de la page IHET. Alors, si vous voulez, je vous laisse le mot de la fin, M. Tarr, et on clôture donc la conférence. Merci beaucoup. Écoutez, je m'excuse, je vous demande de présenter les excuses auprès des auditeurs et spectateurs de là. C'est la première édition de cette du forum d'économie financière. Moi-même, c'est la première fois que je me suis permis de parvenir sur le site. J'espère que nous allons améliorer les choses et j'espère à mercredi prochain avoir un opérateur tunisien. Nous attendons son OK pour parler du climat des affaires en Tunisie autour de cette crise et comment les entreprises tunisiennes vont en sortir. Je vous remercie beaucoup. Sibylle, merci beaucoup. Selma, merci beaucoup. Et Khaldoun Bardi, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup, Chahia Taïba. Aïch, merci beaucoup. Bye bye.